C'est plus qu'un plaisir de commencer la semaine avec vous, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Kinshasa Direct, oui, ce grand magazine de la rédaction qui revient sur des sujets d'actualité. Vous le savez, déjà une table ronde s'est ouverte depuis ce lundi 31 mars, une table ronde de 3 jours pour la reconnaissance du Génocoste, oui, le génocide congolais. On en parle aujourd'hui également avec deux axes principaux. D'abord, l'appropriation du concept, mais également communiquer suffisamment pour cela. On va aujourd'hui revenir sur cette thématique. Alors, quel sens revêt cet événement, mais également quel impact au niveau international? On va en parler aujourd'hui avec un élu. Oui, on parle avec un élu national de Kisangani, Ladi Senga Langotikala, qui est notre invité. La particularité de Télé 50, c'est l'actualité à chaque heure, à toute heure. Et oui, déjà, Joël Isselona est de l'autre côté du plateau pour les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir à vous. Bonsoir Alex Boutella, bonsoir à tous face à l'actualité. Ouverture de la table ronde sur l'appropriation du Génocoste et de la reconnaissance du génocide congolais à l'international. L'objectif est de rassembler les fils et filles du Congo afin de militer pour la reconnaissance du génocide congolais avec plus de 10 millions de morts enregistrés. Poursuite des consultations politiques, le gouverneur du Haut-Katanga et président du parti politique ARDEV, Jacques Kiaboula-Katoué, a été consulté ce lundi par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberon Kolongele. Ce membre du présidium de l'Union sacrée de la nation a présenté le risque de la balkanisation de la RDC avant de soutenir qu'un gouvernement d'union nationale est nécessaire pour la population. La délégation du Sénat de la République démocratique du Congo, conduite par son président Jean-Michel Samalukonde, a bouclé avec succès sa mission de suivi de la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 en Europe. Ce périple s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Joël Isselona, que vous allez d'ailleurs retrouver ce jeudi pour la grande édition des 19h. Oui, le journal pour ce lundi, ce sera bien sûr Bédir Kenge. Et nous, on va continuer avec Kinshasa Direct. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Sur la question du génocide congolais, avec la table ronde qui s'est ouverte, comment aborder la question, comment sensibiliser, parce qu'il faudrait atteindre des objectifs. On en parle avec le député national, élu de Kisangani, Ladi Senga. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonjour Madame Arlette, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Aujourd'hui, la grande question, c'est qu'avec plus de 10 millions de morts, comment l'on n'arrive pas à sensibiliser autant l'international sur la question? Dire qu'on n'arrive pas à sensibiliser, désolé madame, ce serait peut-être trop dire, mais il faut le reconnaître que cette guerre qui est infligée à la République démocratique du Congo, c'est le résultat d'un complot savamment orchestré à des très hauts lieux au niveau international. Et il y a plus de 30 ans depuis que cette situation perdure dans notre pays, et ce n'est qu'avec l'avènement
à la tête du pays de Félix-Antoine Tshisekedi qu'on a commencé à dire cette guerre qui est infligée à la République démocratique du Congo a comme agent pathogène M. Paul Kagame. Et que le Rwanda, il faut les citer nommément, avec son gouvernement, est à la manette pour que l'insécurité persiste dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, je pense que vous le savez, je suis d'une formation médicale. Avant de commencer la thérapie, il faut d'abord amorcer la première étape dans l'anamnèse qui va conduire au diagnostic. Pour mieux soigner la maladie, il faut d'abord connaître le diagnostic. Dans le cas contraire, vous allez naviguer à vue. C'est comme ça que durant cette vingtaine d'années, la République démocratique du Congo était en train de balbutier sur le plan international sans se faire attendre. On a beau crier, on a beau parler, malheureusement, la voix des Congolais, elle n'a jamais été entendue. Deuxièmement, il faudrait aussi les dire que le plaidoyer fait jadis, il faut reconnaître les apports d'un certain nombre de compatriotes comme le docteur Denis Mukwege. Il a eu à parler, il a eu à dénoncer, il a eu à écrire même. Ce qui lui a valu le prix Nobel de paix. Malheureusement, la voix de la République démocratique du Congo n'a jamais été entendue. La mort d'1 million de Congolais n'est représentée jusqu'à un certain moment absolument rien aux yeux de la communauté internationale. Mais, il faut le dire, dernièrement, lors de mon dernier passage à Bruxelles, j'étais au Presse Club de Bruxelles avec André Flao et la presse bruxelloise. J'ai entendu un dignitaire belge, en la personne de André Flao, dire l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi a remis la RDC dans la carte du monde. C'est là que je vais ouvrir grandement les yeux pour dire, ah bon, donc la RDC, elle n'existait plus sur la carte du monde. Il dit oui, il a fallu que Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir pour qu'il se mette à faire de la diplomatie et alors de la réelle diplomatie, afin que la voix des Congolais soit entendue, afin que le son des Congolais qui coule depuis les années 96 soit aujourd'hui entendu. Le son des Congolais qui étaient tués depuis l'entrée de Rwandais lors de leur génocide. Le génocide n'a jamais été entre le Congolais contre le Rwandais, mais c'était un génocide inter-rwandais. Et aujourd'hui, la bonne foi des Congolais que nous sommes, par notre générosité, après avoir accepté la demande du Quai d'Orsay, qui a demandé à la République du Zaïre à l'époque, la République démocratique du Congo aujourd'hui, d'ouvrir un couloir afin que le réfugié rwandais entre dans notre pays pour qu'il soit protégé. Et jusqu'à ces jours, la République démocratique du Congo continue à payer le prix de sa générosité. Mais justement, aujourd'hui, si on doit revenir sur la question de la table ronde qui s'est ouverte, l'objectif réel, c'est quoi exactement? Très bien. L'objectif de cette table ronde n'est rien d'autre que de faire reconnaître qu'en République démocratique du Congo, il y a eu, et ça continue jusqu'à nos jours, le génocide contre une population qui s'appelle le Congolais. Madame Arlette, il n'y a pas plus tard qu'hier, un professeur d'université, de l'université de Goma, de la faculté de droit, qui a posé une question qui n'était même pas tendancieuse aux terroristes de M23, en leur disant, pouvez-vous respecter les droits humains pendant que vous êtes en train d'occuper Goma? Vous nous dites que vous êtes venus nous libérer. Est-ce que la maltraitance qu'on inflige à la population de Goma, la population de Bukavu, c'est ce que vous définissez cette maltraitance comme étant de la libération ou quoi? Ces propos ont valu à ces savants, que son âme repose en paix, la vie. Alors, vous comprenez que chaque jour qui passe, une femme congolaise est violée,
un enfant congolais est tué, un enfant congolais est enrôlé dans l'armée par la force, et un citoyen lambda congolais vivant dans la partie occupée par les terroristes perd sa vie. Madame Arlette, jusqu'à quand nous allons continuer à voir la vie de paisibles Congolais être fauchée et sans que cela ne soit nommé? Tuer un peuple pour le simple fait qu'ils sont des Congolais. Et aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Le rapport des Nations Unies l'atteste. Ce n'est même pas un rapport qu'on dira, c'était un rapport qui était biaisé par les experts congolais. Non, ce sont des rapports des Nations Unies. Les rapports mapping le disent. Mais justement, parce que le Congolais lambda qui nous suit se pose la question, c'est vrai que depuis belle lurette, on en parle dans les médias, on en parle dans les salons diplomatiques. Aujourd'hui, quelle est la démarche adéquate pour justement qu'on en arrive à reconnaître ce génocide? Parce que le vrai problème, c'est ça. On n'arrive toujours pas à le reconnaître. Très bien. Madame Arlette, je n'ai rien à vous apprendre. Je sais que vous êtes un chevronné dans votre secteur. Vous êtes d'ailleurs parmi les journalistes que j'apprécie la main sur le cœur. Merci. Et vous connaissez le mode opératoire de notre voisin de l'Est. En lingala, on dit lokuta et yakana ascenseur. Vérité et yakana escalier pays commis. Le mode opératoire du régime de Kigali, c'est le mensonge. Je vais vous énumérer un certain nombre de mensonges qu'ils ont fait gober à la communauté internationale en utilisant le prétexte du génocide inter-rwandais. D'abord, il faudrait que nous partions de le commencement. Les génocides en question, qui était en train de tuer l'autre? Je ne suis pas en train d'entrer dans la négation du génocide. C'était une tuerie entre deux peuples, le peuple Tutsi et le peuple Hutu. Tous sont des Rwandais. Est-ce que le Hutu était aussi mort? Est-ce que il faut reconnaître aussi que dans le génocide du Rwanda, il y a eu des Hutus qui étaient morts? Parce que le Tutsi, j'ai comme l'impression qu'il semble s'arroger le seul à avoir subi la maltraitance, les tueries. Quand on parle du chiffre de 800 000 morts, il n'y avait que le Tutsi qui était tué. Non, il y avait aussi des Hutus qui étaient morts. Et je n'entre pas dans la négation du génocide. Ça, c'était un génocide entre eux. C'est eux-mêmes, le Rwandais, qui s'entretuaient. Aujourd'hui, le Rwanda envoie ses troupes en RDC. Un journaliste, un de vos confrères de Fox News, je m'excuse pour ne pas faire la publicité d'une autre chaîne de télé ici, un journaliste américain pose la question au président rwandais. Il se peut qu'il y a des militaires rwandais qui sont entrés en République démocratique du Congo. La réponse de Kagame était « Je ne connais pas qu'il y a des troupes rwandais en RDC ». Le rapport des Nations Unies l'atteste. Les rapports de la SADC l'attestent. D'autres pays l'attestent, d'autres experts l'attestent. Mais Kagame dit « Niet, il n'y a pas de militaires rwandais en République démocratique du Congo ». Ça, c'est le tout premier mensonge. Le deuxième mensonge, moi qui vous parle, j'ai été victime des atrocités d'une guerre qui avait opposé l'armée ougandaise qui soutenait à l'époque le MLC et l'armée rwandaise qui soutenait à l'époque le RCD. Ils se sont battus à Kisangani. Je suis victime. J'avais à peine 11 ans. Et au moment où nous parlons, l'Ouganda est en train de payer l'indemnisation de ces victimes de la guerre des 6 jours. L'armée ougandaise s'était battue contre qui? Contre l'armée congolaise? Non. Mais l'Ouganda a accepté de payer le préjudice causé à la population congolaise. Le deuxième mensonge, Kagame dit « Je ne reconnais pas qu'il y avait l'armée rwandaise à Kisangani en 2000. » Maman, jusqu'à quand? Même le monde a compris que Kagame était un menteur. C'est comme ça que la vérité qui était en train de monter calmement les escaliers, bien que les escaliers étaient, la marche elle était longue, elle finit par arriver et le mensonge est mis à la place publique.
Félix a mis à nu le mensonge de M. Paul Kagame en disant il est en train de vous tromper. Lorsqu'il dit que nous sommes en train de soutenir le FDLR, écoutez madame, est-ce que le FDLR sont arrivés jusqu'à Kinshasa? Ils ne sont jamais arrivés à Kinshasa. Mais si nous revenons à 97, 98, la République démocratique du Congo avait un chef d'état-major qui s'appelait M. James Kabarebe. Chef d'état-major général, M. James Kabarebe, de nationalité rwandaise. Kagame continue à nier. Aujourd'hui, le gouvernement américain a réussi à sanctionner M. James Kabarebe parce qu'ils ont toutes les données. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il y ait un leadership efficace qui puisse faire un lobbying bien que coûteux, parce que jusque-là, les gens n'avaient pas encore compris les différentes tournées qu'effectuait le président de la République à travers le monde pour dire la République démocratique du Congo est un patrimoine mondial. Alors aujourd'hui, M. Senga, je dirais, quel est l'avantage aujourd'hui que la RDC va tirer si l'on reconnaît finalement qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo? Très bien. Madame, je sais combien vous aimez qu'on vous respecte. En vous observant, la première valeur que vous avez, je ne vous connais pas assez, je vous vois seulement à la télévision et lorsque on m'invite sur le plateau. Mais il me semble que au Sakanakanaboto Sinaote, vous ne badinez pas avec votre personnalité, en vous observant. Et il n'y a pas une chose que vous aimez que l'on vous dise, même si ça peut faire mal, comme la vérité. Vous détestez qu'on vous mente. Pendant longtemps, on a menti qu'il n'y a jamais eu de morts congolais. Des missions ont été effectuées. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous savons qu'il y a eu des millions et des millions de morts dans la République démocratique du Congo. Il faudrait que l'on puisse reconnaître que les Congolais sont tués jusqu'à ce jour, le génocide continue, à cause de richesses que leur terre régorge. Mais je vais répondre à votre question en disant, qu'est-ce que l'on gagne lorsqu'on reconnaît qu'il y a un génocide qui a été perpétré en République démocratique du Congo depuis l'entrée de réfugiés rwandais, l'occupation rwandaise à 97, 98, les désordres qui y a été érigés jusqu'à ce jour, les territoires congolais continuent à être occupés par l'armée rwandaise. Lorsque cela va être reconnu sur le plan international, je pense que chacun devra tirer sa part de responsabilité et que le pansement de la plaie va être effectué et on pourrait maintenant commencer à sécher nos larmes et à cesser avec le deuil. Parce que jusqu'à présent, nous continuons avec le deuil. Les enfants qui ont perdu le parent, aussi longtemps que l'on ne reconnaît pas que ces parents ont été tués, comment voudriez-vous que leurs âmes reposent en paix? Mais, monsieur le député, n'est-ce pas, c'est un travail que nous devons faire nous-mêmes, nous. Parce que lorsqu'on voit l'ouverture de cette table ronde, c'est la grande question, l'appropriation du concept. Aujourd'hui, nous devons, nous, arriver à expliquer à nos enfants qu'il y a eu génocide, à étudier, à faire enseigner même les enfants qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Quand déjà, nous, en interne, nous ne parlons pas de cela suffisamment. Parce que c'est vrai aujourd'hui, que ce que l'on enseigne dans l'histoire, dans les écoles, tout sauf l'histoire de la République démocratique du Congo. Tout est alors tout sauf l'histoire de la République démocratique du Congo. Et l'histoire de la RDC, c'est nous-mêmes qui devons écrire notre histoire. C'est nous-mêmes qui devons dire à nos enfants qu'on nous a tués. Il ne faudrait pas attendre la communauté internationale pour dire effectivement on les a tués. C'est d'abord nous-mêmes. C'est ce concept-là que nous devons nous arriver à nous dire qu'on nous a tués, qu'on nous tue. Madame Arlette,
j'adore votre sens du patriotisme. Vous savez, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai eu la chair de poule. Le président de la République, il ne peut pas être partout au même moment. J'aime votre façon de faire les choses. Et pendant que vous parliez, j'étais en train de voir un grand leader mondial, JF Kennedy, s'inspirer en vous. Dans l'une de ses phrases célèbres où il dit « Ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que ce pays a fait pour moi, mais posez-vous plutôt la question de savoir qu'est-ce que je fais pour mon pays. » On doit s'approprier la sensibilisation, la médiatisation, donner de la valeur à l'histoire de notre propre pays. En entrant dans la salle de spectacle aujourd'hui, lors du lancement de cette table ronde, j'ai rencontré une éminence grise, un historien de renommée internationale, le professeur Isidore Ndayuel. Et avec lui et le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, nous avons discuté sur la question de l'histoire de la République démocratique du Congo. Madame Arlette, lorsque vous vous rendez à Washington, vous ne pouvez pas quitter Washington si vous n'avez pas visité le mémorial Lincoln. Exact. J'ai été à Moscou. Vous ne pouvez pas quitter Moscou si vous n'avez pas visité le mausolée de Lénine, qui est mort depuis plus de 100 ans et jusqu'à ce jour, son corps est resté intact. J'ai eu la grâce de faire un tour à Bruxelles. Celui que nous, le Congolais, nous avions pris comme étant le monstre qui coupait à nos grands-pères le main. Vous verrez des statues érigées en son nom, Léopold D. Mais lorsque vous revenez dans mon pays, j'ai de larmes aux yeux. Je ne suis pas en train de vouloir égarer notre sujet d'aujourd'hui, mais parce que vous avez touché une brèche qui est tellement importante, sur laquelle je me suis toujours battu pour que nous puissions comprendre. Un peuple sans histoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Parce qu'il n'y a pas de repère. On doit enseigner à nos enfants l'histoire de notre pays, parce que Lumumba, avant de mourir, l'a dit, les Congolais écrivront eux-mêmes leur propre histoire. Nous devons, après avoir étudié notre propre histoire, écrit notre propre histoire, enseigner notre propre histoire à nos enfants. La deuxième des choses, nous devons honorer nos héros. Madame Arlette, vous connaissez Jeanne d'Arc. Vous connaissez Charles de Gaulle. Mais lorsque vous revenez au Congo, on vous parle de Lumumba. Est-ce que nous avons honoré la mémoire de Lumumba? L'histoire du Congo, on dirait qu'on s'en méfie. Le mausolée de Lumumba, vous passez par là, vous voyez qu'il y a des herbes. Même pour désherber, c'est tout un problème. C'est un problème du patriotisme. Et là où se trouve l'âme de Patrice Emery Lumumba, Ezaya Kolela. Lorsque vous vous rendez au rond-point Kipuanza, les ronds-points Kipuanza, c'est historique. Vous regardez le monument de Joseph Kasavubu. Vous vous posez la question, est-ce le premier président? Est-ce vraiment le mémorial de Washington peut être traité de la sorte? Mais c'est un travail de fond qui devrait être fait. Le travail de fond devrait être fait premièrement au niveau de nos familles. Nous devons commencer par enseigner de valeurs positives à nos propres enfants. C'est une politique. Le vrai problème, c'est la politique nationale qui doit être implémentée dans tous les secteurs de vie. C'est un secret de polichinelle que lorsque vous arrivez en Chine, vous l'avez dit, certains pays, on sait reconnaître les valeurs, on sait reconnaître l'histoire, on sait reconnaître qui a fait quoi. Ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, on a, premièrement, du mal à retracer les présidents de la République qui sont passés en République démocratique du Congo. Si l'un passe, l'autre on rebiffe. Aujourd'hui, on a du mal à parler. Justement, on évoque par exemple Anouari Tenengapeta. Elle est décédée dans quelles conditions? C'était quoi? C'était une usurpation? Des gens qui sont venus? C'était une guerre? C'était une agression? C'est à peine que les gens en parlent, alors que ça fait partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut parler de cette table ronde, mais
est-ce qu'il ne faudrait pas du moins penser à des réformes essentielles sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'enseignement, pour incarner justement, créer une nouvelle génération qui va s'approprier le problème du Congo, qui va s'approprier l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'apparemment, disons-le, que notre génération est passée à côté de cela. Très bien. On a tout appris sauf l'histoire de la République démocratique du Congo. Du moins, ceux qui ont un sens de patriotisme assez élevé, qui l'ont fait de manière assez personnelle. Si vous aviez très bien suivi les discours du président de la République pendant qu'il faisait son speech, il a dit « Je fais appel aux éminences grises ». Il appelle le savant pour qu'ils essayent de réfléchir. Cette table ronde va produire des résolutions. Et ces résolutions devront être mises en exécution. Notre réel problème en République démocratique du Congo, le problème de notre pays, c'est d'abord nous, l'homme congolais. Nous, le Congolais, je ne m'exclus pas. Nous sommes égoïstes. Je regarde la caméra et je répète. Nous, le Congolais, nous sommes égoïstes. Pire encore, lorsqu'on entre en politique, la dose de l'égocentrisme, elle est multipliée au cube. Madame Arlette, nous devons nous approprier l'histoire de la guerre qui nous est infligée injustement dans notre pays, qui a causé de millions de morts, que l'on doit nommer justement génocide congolais pour des raisons économiques. Et ces raisons économiques, le peuple congolais n'en bénéficie jamais. Il n'y a que certains Congolais véreux, mal intentionnés, je m'excuse, le terme peut paraître grossier, certains Congolais sorciers qui se battent pour leurs propres intérêts et qui veulent tromper la vigilance, qui veulent tromper l'opinion nationale et internationale, qu'ils viennent libérer. Madame Arlette, vous pouvez entrer dans votre dictionnaire, chercher juste la signification des mots libération et me trouver les antonymes, c'est-à-dire le contraire de mot libération. Vous vous rendrez compte que nos compatriotes qui vivent à Goma, à Bukavu, en Ituri, ils n'ont jamais été libérés. On est en train de les confiner. On les a mis dans une forme de prison à ciel ouvert. Mais on utilise de marionnettes congolais sous prétexte qu'ils sont en train de se battre pour venir libérer. S'il vous plaît, qui vous a dit que nous sommes emprisonnés? Maman Arlette, ce n'est pas à moi de vous poser, vous les journalistes, de questions. Mais permettez-moi que je puisse m'interroger. Est-ce que votre liberté est enfermée? Est-ce que vous êtes en prison? Aujourd'hui, même les journalistes dans le Nord, ils ne sont plus libres d'exercer. C'est ce que vous appelez la libération? À Bukavu, la société civile qui était en train de malmener le gouvernement provincial, avant l'occupation de la ville de Bukavu, j'ai eu une séance de travail avec la société civile de Bukavu parce que nous venions de faire un contrôle parlementaire sur l'exploitation illicite des minerais dans la province du Sud Kivu. Madame Arlette, la société civile a parlé avec toute liberté. Et je peux même extrapoler en disant ils ont utilisé un libertinage hors pair pour exprimer leur désagrément par rapport à l'exploitation illicite des minerais dans la province du Sud Kivu. Mais aujourd'hui, le M23, pendant qu'ils sont là, est-ce que la société civile est en train de travailler? C'est ce qu'on appellera libération? Je ne pense pas. Mais alors, puisqu'on parle justement de vos déplacements, vous étiez justement très récemment en Europe pour un plaidoyer, mais aussi revenir sur la question de l'agression rwandaise. Et quelle a été la compréhension de l'eurodéputé? Oui, Madame Arlette, nous avions été invités premièrement à Paris, au Parlement français, par le groupe politique La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, oui. Avec qui nous avions eu des séances de travail vraiment très riches. Et au moment où je vous parle, les députés français
Carlos Martin Bilongo et Arnaud Degal, Jean-Luc Mélenchon, ils ont initié une résolution que l'Assemblée nationale française doit voter pour condamner le Rwanda. Ça, ce sont des parlementaires français. Et au moment où je vous parle, vous pouvez toujours vérifier. Sur Internet, toutes les informations sont là. Les députés belges, fédéral belges, en la personne de Lydia Mouchebele, a aussi introduit une résolution au niveau du Parlement fédéral belge. C'était après avoir eu des séances de travail avec nous. Nous sommes allés à Strasbourg. À Strasbourg, où nous avons eu à parler avec des députés européens acquises à la justice mondiale, qui n'ont jamais rien compris de la guerre qui se passe en RDC. Ils pensent toujours que quand on dit la guerre en RDC, c'est-à-dire c'est toute la RDC qui est embrasée, et puis c'est une guerre entre Congolais et Congolais. Alors il a fallu que nous ayons des séances de travail à Strasbourg, où nous avions eu à expliquer aux eurodéputés que cette guerre dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans sa partie est, elle vient du Rwanda. Le Rwanda dit qu'il vient chercher les rebelles qui ont fui depuis 1994 après la chute de Habyarimana. Et je leur ai dit, écoutez, si vraiment nous sommes en train de militer pour une justice, M. Paul Kagame devra être poursuivi en justice parce que c'est lui en fait qui avait tiré sur l'avion qui transportait le président Habyarimana et le président tanzanien. Jusqu'aujourd'hui, 2 présidents sont morts, on a tiré sur leur avion, justice n'a jamais été faite. Et vous pensez que leurs âmes reposent en paix? Je ne pense pas. Et c'est M. Paul Kagame qui était derrière la manette. Après que la France ait demandé à la République du Zaïre, notre République démocratique du Congo, d'ouvrir un couloir pour que les réfugiés entrent, nous sommes à 1994. S'il y avait des combattants Hutus à l'époque, prenons le moins âgé des combattants, il avait 18 ans. Et depuis 1994 jusqu'en 2025, pensez-vous que ces combattants continuent toujours à combattre jusqu'aujourd'hui? Monsieur James Kabarebe, qui est un Tutsi, il était même chef d'état-major de la République démocratique du Congo. Comment n'a-t-il pas réussi à anéantir le FDLR? Parce qu'ils prétendent que notre gouvernement est en train de financer et en train d'entretenir le FDLR. Ce qui est faux et archi faux. Pendant que nous sommes en train de nous battre dans notre pays pour réorganiser l'armée, eux, ils veulent nous mettre dans un imbroglio total pour que nous ne mettions pas notre armée en harmonie. Et dès que cette histoire de la guerre qu'ils sont en train de nous infliger injustement va prendre fin, on dira il va falloir faire le brassage. Brassage avec qui? Ce monsieur qu'on a mis comme vice-gouverneur dans la province du Sud Kivu. Vous saviez où est-ce qu'il est né? Lorsque vous partez au Canada, demandez à ceux qui le connaissent au Canada, il avait un passeport rwandais. Mais aujourd'hui, il vient dans la province du Nord Kivu comme étant congolais en train de se battre pour la cause de Banyamulenge. Maman Arlette, vous êtes en train de voir les images de traitement inhumain qu'on inflige aux Congolais. Si c'était seulement un seul Tutsi qu'on fouettait tel que ces M23 sont en train de fouetter les Congolais, c'est le monde entier qui crierait au génocide fait aux Tutsis. Mais ceux-là qui sont en train de battre le Congolais, c'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir autour d'une table pour que le génocide congolais, nous-mêmes en tant que Congolais, nous puissions nous approprier. Afin que nous puissions le faire accepter. Et là, un chapeau bas au gouvernement congolais, dirigé par Mme Judith Souminois. Chapeau bas à la ministre des Affaires étrangères, qui ne cesse de faire son travail exactement comme il doit se faire. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, Mme Arlette. Mais aujourd'hui, disons-le, après ces 3 jours, qu'est-ce qui sera fait exactement? Il y aura de propositions, puisque le chef de l'État a demandé que le savant, que le chercheur, que le scientifique se mettent autour d'une table
donnez des thématiques claires et faites-nous de propositions. Madame Arlette, vous le savez, peut-être mieux que moi, partout au monde, ce sont les scientifiques qui mettent à la disposition de politiques, de propositions. La tendance a été inversée. Ne vous en faites pas. Dans notre pays, la tendance a été inversée parce que je suis politicien. Nous, les politiques, nous avons fait l'apologie de la médiocrité. Lorsque vous avez face à vous un éminent professeur, un éminent chercheur qui vous dit, écoutez, monsieur le politicien, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais vous lui dites, écoutez, monsieur, c'est moi le ministre, et je vous dis, il faut accepter que le soleil tourne autour de la terre. Je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour les différents savants, les différents professeurs d'université, mais pour une fois, laissez la science parler. La science, elle est têtue. Galilée a accepté de mourir à cause de la vérité. C'est aussi parce que le scientifique, qui, la quasi-majorité des directeurs de cabinet des ministres, ont toujours été des professeurs d'université. Mais je me pose la question, cette inversion de valeur, au lieu que les scientifiques puissent proposer, les scientifiques se sont mis au service de la médiocrité. Un scientifique qui ne sait plus dire que 1 plus 1 égale 2. Non, non. On lui dit, écoute, il faut dire que 1 plus 1 égale à 2,5. Il dit, il trouvera même des justifications. Mais c'est vous, les politiques, qui dites, je ne suis pas en train de me dédouaner. Il faudrait faire accepter ça, trouver la méthodologie. C'est comme ça que le président de la République, il dit, je ne veux pas réfléchir, scientifique, historien, chercheur, mettez-vous autour d'une table, réfléchissez, faites-nous des propositions. Et ça n'a toujours pas existé. Et si vous aviez vu cette dérive, ce que vous aviez appelé inversion, le professeur d'université, des chercheurs, n'est plus être à mesure de faire des propositions, ça c'est parce que nous, les politiciens, nous avions été psychorigides. On te dit, écoutez, non, non, ce que vous êtes en train de faire là, voilà à quoi ça aboutira. Les politiciens disent, non, faites d'abord seulement. Le plus important, c'est que la population sente que je suis en train de faire quelque chose. Et je m'excuse, Madame Arlette, c'est là que nous devons chacun, à ce qui le concerne, prendre notre responsabilité en main. Savez-vous que vous aussi, la population, vous êtes responsable de malheurs qui nous arrivent? Pourquoi? Parce que vous faites l'apologie de médiocre. Lorsque un politicien réfléchit, vient avec des propositions claires pour vous dire, j'ai étudié ma communauté. Je veux donner un exemple chez moi à Kisangani. Kisangani est une ville au centre de la République démocratique du Congo. La capitale de la province de la Chopo. La province de la Chopo est une province à vocation agricole. Mais si vous regardez, nous, le ressortissant de la province de la Chopo, nous ne produisons pas sur le plan de l'agriculture. Nous sommes devenus des consommateurs au lieu d'être des producteurs. Je vais vous donner l'exemple d'un peuple. Chez moi, dans la province de la Chopo, mes grands-pères, ce sont le Bambole. Le Bambole, ils produisent dans le territoire de Opala, ils vous produisent les riz de la meilleure qualité, ce que vous appelez dans le magasin le riz parfumé. Et eux, ils savent le produire à Opala. Et 1 kilo de riz parfumé qu'un Mumbole était produit est de loin supérieur sur le plan nutritif que ce que vous êtes en train de manger ici dans le supermarché. Mais depuis un certain temps, même mes grands-pères, le Bambole, ils ne veulent plus produire le riz. Moi, je suis un Lokélé. Nous, les Lokélés, nous sommes de peuples pêcheurs. Mais comment vous pouvez comprendre que, même dans mon village, on commence à préférer manger du poisson chinchard, le mpiodi, plutôt que de manger du poisson frais, le mboto qui vient du fleuve. Nous, la population, nous sommes complices de notre propre malheur. Parce que nous faisons la publicité de politiciens médiocres qui nous donnent ce que nous mangeons maintenant et nous oublions de préparer l'avenir. Je m'excuse pour cette expression que je vais utiliser, Madame Arlette. Les politiciens, ils utilisent la population un peu comme de femmes prostituées. Les femmes prostituées, on a besoin d'elles seulement lorsqu'on a besoin d'assouvir son appétit sexuel. Il suffit de pouvoir assouvir votre appétit sexuel. Vous n'allez même plus penser au visage de cette prostituée-là.
Même si vous la croisez en cours de route, vous n'allez pas vous arrêter. Peuple congolais, Sengeli Kofungola Misu. Mais lorsque l'envoyé spécial de Trump qui est passé ici a déclaré que le vrai problème, c'est la corruption. La corruption, il faudrait rectifier, il n'a jamais été envoyé spécial de Donald Trump. Non, ah non, bon? Il n'a jamais été. Non, non, c'est juste un sénateur. C'est comme moi. J'étais à Paris, j'étais à Strasbourg, j'étais à Bruxelles. Je n'ai pas été l'envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi, non. C'est un sénateur américain. J'ai été moi-même à la Chambre des représentants aux États-Unis, à Washington. Je ne suis pas allé là-bas comme les représentants de Félix Antoine Tshisekedi. On l'a reçu ici dans notre pays par générosité. Le président, c'est un monsieur très bon et il les reçoit en termes de courtoisie. Et quand il arrive, il fait un constat qui n'est pas faux. Maman Arlette, Toza corrompu, nous sommes corrompus jusque dans la moelle. Et cette corruption, elle est devenue endémique. Nous devons prendre conscience de la manière la plus collective possible pour dire Pombo Kao et Bonga, c'est de ma responsabilité à moi. Si la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, la commune de Matete figure parmi les communes les plus sales, la faute n'est pas aux politiciens, la faute c'est à vous, la population. Pourquoi? Parce que, après avoir bu votre bouteille d'eau, vous les jetez à travers la rue. Chose que vous ne verrez jamais à Bruxelles. Chose que vous ne verrez jamais à Paris. Pourquoi? Parce que le Français, le Belge, ils sont conscients que la propriété de leur pays, c'est d'abord une affaire personnelle. Avant que cela n'arrive, il faudrait que l'État prenne les dispositions pratiques pour remettre les choses en ordre, pour redresser cette population. Si elle ne la redresse pas, cette population va adopter des habitudes et des aptitudes qui feront d'eux des personnes insensées demain. Donc la responsabilité revient à vous, les gestionnaires en premier lieu. Et puis, en second lieu, on va sanctionner les récidivistes qui ne sont pas ouverts au changement. C'est comme ça que je pense, je m'excuse Madame Arlette, qu'il faudrait que nous puissions respecter la loi. La mettre vraiment en application pour que celui qui viole, on les sanctionne. Même s'il s'agit de moi en tant que député. Je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Monsieur le policier de circulation routière, arrêtez-moi. Et faites-moi payer l'amende et que ça entre dans le trésor public. L'État a failli, oui. Mais actuellement, nous devons nous mettre autour d'une table, réfléchir et faire des propositions pour que le pays avance. Nous n'avons que ça comme patrimoine qui nous unit. Merci. Monsieur l'a dit, Sengalango Tikala, c'est ça? Yango Tikala. C'est Yango. Oui. Voilà, Yango Tikala, député national, élu de Kisangani, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que justement nous étions également en train de parler de la table ronde qui s'est ouverte ici à Kinshasa sur la question du génocoste congolais. Eh bien, 3 jours du 31 au 2. Justement pour réfléchir sur cette question et se l'approprier, ce concept justement pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo et du mal que nous subissons au quotidien. Oui, la population congolaise a subi beaucoup d'atrocités de la part des étrangers. Il faudrait le reconnaître à un moment donné. Grand merci à vous. Et grand merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Dans quelques instants, la grande édition du journal.